Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce petit endroit plein de verdure où je décide de faire la deuxième partie du bilan culturel du mois de juin 2021. Je vais continuer avec les films que j'ai vus en dehors du ciné, mais également avec l'un d'entre eux que j'ai oublié de citer dans la vidéo, les films que j'ai vus au cinéma en juin. Le soleil change, du coup, visuellement parlant, ça doit pas être hyper agréable. J'essaye de faire en sorte que les réglages soient à peu près corrects, mais c'est un petit peu compliqué. Je vais vous parler de ADN de Mai Wen, qui était sorti juste avant que les cinés ne soient fermés en octobre, parce qu'il avait eu que 2 jours de diffusion. On va suivre Neige, qui est une jeune femme issue d'une famille algérienne, divorcée et mère de 3 enfants, qui rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien, qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille qu'il a élevé et surtout protégé de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses. C'est un film où justement le lien avec le grand-père est prépondérant. Comme je le disais antérieurement, la nationalité algérienne de son grand-père va prendre une place tellement importante dans son cœur, dans ses sentiments, dans son identité, qu'elle va toujours être en recherche de ses origines. Elle va se questionner notamment sur le taux algérien qu'elle possède, le taux espagnol, le taux français. On va la suivre dans tous ces questionnements, dans le fait de savoir qui elle est, de pouvoir effectuer les recherches nécessaires à avoir ses réponses. Il y a toute cette question aussi des tests ADN qui sont vachement en vogue en ce moment via Internet. C'est un film social, c'est un film qui me fait beaucoup penser à Sœur, si vous l'avez vu. Mai Wen, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a avancé en tant que personne. Maintenant, j'ai jamais ou alors très rarement été déçue par certains de ses films. Ça a encore été le cas avec ADN, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'est au niveau de l'intrigue, de l'histoire et de l'identité qu'on y voit, de ce parcours de vie qu'on suit, plus que dans l'image, plus que dans l'esthétique. C'est vraiment un discours social sur des personnes qui sont en recherche d'elles-mêmes et à quel point la famille, à quel point les cultures auxquelles on est attaché, elles sont aussi formatrices de qui l'on est. J'ai trouvé que ce film était vraiment hyper plaisant à voir et je vous le conseille. Je crois qu'il est plus en salle mais il est sur Canal. Je passe au film que je regardais chez moi. J'ai vu grâce à Mubi Shiva Baby et merci Dorine pour le prêt de ton compte, qui est donc l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans une fête juive, Shiva, et elle va revoir son ancienne petite amie, elle va voir la personne avec qui elle a une relation actuellement, sauf que cette personne est mariée, père, c'est assez compliqué, et à la fois c'est très drôle, plein d'humour, plein de drame social aussi, ça montre l'importance de la religion, la place que ça prend, des coutumes aussi qu'il y a dans la religion juive, et dans les attentes que les aînés portent sur les cadets, les cadettes, sur les femmes, l'importance des études, l'importance des relations, l'importance de la bienséance. C'est une sorte de huis clos qui est assez intéressante. Ça m'a beaucoup plu que de suivre cet après-midi-là dans une fête juive. L'actrice est vraiment hyper prise dans le jeu, on ne fait que la suivre dans les conneries qu'elle a pu faire et comment elle va essayer de s'en dépêtrer tout au long de cette journée qui est vraisemblablement sans fin pour elle. J'ai vu l'adaptation du roman de Nabokov, Lolita, mais la version de 1997 et non pas celle de Kubrick. J'en attendais beaucoup parce que j'avais étudié la version de Kubrick pour le TPE à l'époque. Je sais même pas si ça existe encore. J'avais lu Lolita, donc de Nabokov, qui est actuellement l'un de mes romans préférés. Il est absolument bien écrit, c'est intelligent, c'est plein de force, plein de moqueries et plein de critiques sociales. C'est jamais dans la validation de ce que fait Humbert Humbert. Je trouve, à mon sens, que le film, donc cette seconde adaptation, est beaucoup plus proche du roman que celle de Kubrick qui a vraiment
tout repris à sa sauce, tous les objets, la personnalité de Humbert Humbert, la chronologie du roman, elle est beaucoup plus proche de ce que j'imaginais, de ce que je me figurais. Mais il faudrait que je revoie la version de Kubrick pour voir un petit peu les différences entre ces deux adaptations. Je pense que ça peut être intéressant que de voir la différence de réalisation en fonction de l'adaptation qu'on choisit de faire de cette œuvre, parce que c'est très particulier comme ouvrage et il faut réussir à s'adapter, à faire une lecture qui soit proche du sens initial du roman. Ce qui est aussi un travail de mise en scène et un travail de choix scénaristique, de réalisation. Après, ce sont des esthétiques totalement différentes. C'est aussi la question des époques qui sont totalement différentes. On ne réalise pas le même film en fonction de l'époque où l'a réalisé Kubrick et celle qui a été celle que je viens de voir, donc la seconde. Après, je vais passer juste à la seule série que j'ai regardée, il me semble, qui est Plan B, qui était une série qui est passée sur TF1. C'est l'histoire d'une femme qui perd sa fille. Ah d'accord. C'est l'histoire d'une femme qui perd sa fille, qui commet une tentative de suicide. Elle est journaliste à la radio, je crois que c'est dans le sud de la France, et elle est très absente, très prise par son travail. Sa fille se sent délaissée et donc elle décide de se suicider sans que la mère ne sache réellement trop pourquoi. Elle est totalement désespérée après ce décès et il y a quelqu'un qui vient la voir en lui disant « Voilà un numéro, si vous voulez, appelez-le, il peut vous donner un plan B ». Elle appelle ce numéro qui lui fait payer des sommes mirobolantes. Elle va pouvoir revenir dans le passé, donc elle choisit la date, l'année où elle décide de le faire et elle en explicite la raison. Et elle va revenir dans le passé pour essayer de changer les choses. Je crois que c'est plus diffusé, c'est plus visionnable actuellement, mais j'ai trouvé que c'était quand même une bonne série française, même si la fin retombait vraiment comme un soufflé. J'ai regardé parce que j'avais besoin de quelque chose qui me prenne pas trop la tête. Après, je pense qu'il y a aussi des scènes assez compliquées. Déjà, quand on évoque le sujet du suicide, c'est jamais bien simple à traiter. Donc si vous êtes un petit peu réticent à ce type de topic, je vous le conseille pas nécessairement. Il y a des scènes un peu choquantes, psychologiquement plus que visuellement parlant. Seul point sur les autres films que j'ai vu On the Rocks, qui est le dernier film de Coppola, qui est sur Apple TV. J'ai été très déçue et j'avoue m'être beaucoup ennuyée. J'avais adoré Lost in Translation, c'est vraiment l'un de mes films préférés. On pourrait retrouver une esthétique assez similaire. Ça n'a pas du tout été le cas et j'avoue que je me suis réellement embêtée. Donc j'ai pas grand chose à noter d'autre malheureusement. Je passe au livre. Ça va être relativement court parce que dans le dernier bilan culturel, j'ai parlé d'un livre que j'ai terminé ce mois-ci. Et j'ai lu le deuxième tome, The Cost of Living de Deborah Levy. J'avais parlé de Things I Don't Want to Know. Dans The Cost of Living, Deborah Levy, elle va faire une ode à la maternité, elle va questionner la place de mère en tant que elle, devenue maman, et en tant que fille elle-même, et comment on passe d'un rôle à l'autre. C'est toujours empreint de poésie, c'est toujours empreint d'une beauté sans faille, sans nom. Elle a des tournures de phrases simple et à la fois dans une mesure qui est parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y en a jamais trop, il n'y en a jamais pas assez. À chaque fois, c'est un moment d'apaisement, un moment de flottement délectable où on profite juste de pouvoir l'entendre parler que de sa vie, que de ce qu'elle ressent, que de ses questionnements. C'est un voyage initiatique à lui tout seul, ce bouquin, même si j'avoue avoir préféré le premier que j'avais lu. Celui-ci était beaucoup plus proche de la réalité et du monde palpable, j'ai envie de dire, que le premier. C'est peut-être ça qui m'a un petit peu moins plu, et encore parce que celui-ci est excellent également et je ne peux que vous le conseiller. J'ai le dernier dans mes bibliothèques. J'attends le bon moment pour le lire. J'avais fait une commande sur AB Books et j'en ai commandé 2 autres aussi. Je crois que ça devient vraiment une de mes autrices préférées, Deborah Levy. Et encore une fois, je suis très très enthousiaste à l'idée que vous vous mettiez à la lire, même si c'est en français. Pour celles et ceux qui se demandent si la langue est compliquée, elle est extrêmement simple à lire en anglais, je trouve. Peut-être qu'il y a 2-3 termes que vous ne comprendrez pas, mais la plupart du temps, c'est vraiment très très simple à lire. Ensuite, je vous parle d'une pièce de théâtre, Ubu Roi, de Alfred Jarry.
c'est de l'absurde. Et Jarry, dans cette pièce, il va montrer le roi qui est plus ou moins guidé, dirigé par sa femme pour faire tomber le roi initialement au pouvoir, un petit peu sans trop vouloir, en étant totalement guidé par son épouse qui est tyrannique. Et derrière ce personnage-ci, c'est plus elle qui essaye de diriger tous leurs contemporains et de mettre à mal le roi et le pouvoir en vigueur. Il y a des dialogues qui sont très sous-entendus, qui sont très drôles. L'absurde, de toute façon, ce n'est fait que pour ça, j'ai envie de dire. C'est une critique de la société par justement ce registre-ci. J'avais jamais lu de Jarry. Il est empreint d'une autodérision assez incroyable, je trouve. Après, est-ce que la description des femmes est bien reluisante? J'en doute. Je suis pas sûre qu'il ait vraiment œuvré pour ce type de combat, mais l'œuvre en elle-même, œuvre classique, dont j'avais beaucoup entendu parler sans m'y pencher, m'a tout de même plu et c'est relativement court. C'est une pièce de théâtre. Je passe ensuite à tout ce qui est audio et après je passerai aux chaînes YouTube et aux quelques expos que j'ai vues. J'ai écouté un podcast de Bababam qui s'appelle True Story, qui sont des épisodes très courts sur des anecdotes de l'histoire. Il y a notamment sur des faussaires, il y a sur Alice Guy, des femmes, des artistes, sur des personnalités et sur des personnes qui ont fait des choses quelque peu marquantes. Il y a quelqu'un qui a imité le style de tableau de certains et qui s'est fait passer pour lui pendant très longtemps. Il y a des histoires de magiciens, il y a des histoires de médecins, il y a des histoires d'artistes. C'est hyper agréable et ça me fait un peu penser à Connaissez-vous l'histoire, mais traité avec une autre façon de le décrire. Si vous aimez justement les podcasts qui se consomment bien rapidement, vous le trouvez sur toutes vos applications de podcast, je pense. Après, j'ai discuté avec la présentatrice de Le Bel Âge, qui est un podcast indépendant. Elle va interviewer des personnes, notamment des amis. J'ai écouté que les 2 premiers épisodes, mais à l'heure actuelle, il doit y en avoir 6 environ, sur leur voyage, sur comment ils arrivent dans la vingtaine, dans le fait de devenir adulte. Ça me fait un petit peu penser à nos avenirs dans le thème, dans la façon de traiter les invités. Et j'ai beaucoup aimé, c'est très pause café, on a l'impression d'être avec des gens qui discutent tout simplement et qui se connaissent depuis longtemps, ce qui est le cas pour le premier épisode que j'ai écouté et le premier épisode du podcast qui est sorti d'ailleurs. Donc je la remercie beaucoup de me l'avoir partagé et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et ensuite, j'ai découvert le podcast La Leçon, qu'on ne présente plus finalement. Sandra a été invitée. J'ai aussi découvert que Pénélope Bagieux avait fait une interview dedans. Il y a plusieurs invités qui m'ont intéressée et j'ai écouté plusieurs épisodes. C'est plus ou moins des parcours de vie d'artistes et de personnes connues pour le coup, qui racontent une anecdote où finalement ils ont échoué. Et ce matin j'écoutais celui de Yel, donc Julie, qui a raté un concert entre guillemets, où quelqu'un qui a refusé de faire un feat avec un artiste états-unien parce qu'il était questionnable. C'est juste des anecdotes de vie hyper plaisante à écouter. Les épisodes varient, alors soit c'est 40 minutes, soit c'est 20 minutes, enfin ça change vraiment. Ça va rarement en dessous de 20 minutes il me semble. Je trouve que le traitement est assez intéressant, c'est très simple, c'est vraiment sans fioriture. C'est assez décomplexé sur ce qui est raconté et pour montrer que même si ce sont des personnalités publiques aujourd'hui, en fait c'est ok que d'avoir des embûches et de faire certains choix dans sa vie malgré les doutes qu'on peut rencontrer et que c'est pas ça qui amène l'échec total de notre parcours. Les musiques que j'ai écoutées, brièvement, j'ai écouté Maintenant ou Jamais du groupe Catastrophe. Elle est passée à la radio il y a quelques temps. Elle m'est restée en tête assez longtemps. Elle m'est un petit peu restée dans ma playlist tout ce mois-ci et j'ai réécouté à plusieurs reprises. Je ne sais pas si le titre est nouveau ou si il date d'il y a quelques années, mais en tout cas, j'ai découvert ce groupe français. Ça me plaît beaucoup, même si j'ai pas écouté l'entièreté de leurs titres. Ensuite, j'ai écouté un vieil album que j'écoutais quand j'étais plus jeune, quand j'étais limite ado, Kicking and Screaming, qui est un album de Miley Cyrus. Je crois que ça devait être son 2e album.
Ça me rappelle vraiment quand j'ai commencé à l'écouter, quand elle n'avait pas encore eu cette période où elle a totalement changé d'esthétique, où elle s'est totalement détachée de cette image de Disney. C'est en retombant sur l'un des titres que je me suis dit « Oh waouh !» En fait, je connais tout l'album en entier, donc pour ceux et celles qui n'arrivent pas trop à le situer, c'est celui où il y avait The Climb et When I Look at You. C'était si vieux, j'ai l'impression de retomber quand j'avais 9-10 ans. Je l'ai tellement écouté cet album et ça m'a fait tellement plaisir que de revenir à ça, ça faisait vraiment l'aspect hyper doudou que de retomber sur les morceaux de Miley Cyrus. Bientôt je vais retourner à Hannah Montana à tous les coups. Et après j'ai écouté l'album Fearless de Taylor Swift. Donc j'avais déjà écouté et adoré les 2 précédents. De toute façon je pense que vous voyez desquels je parle. Fearless est tout autant plaisant, moins marquant à mon goût, même si les musiques sont toujours aussi atmosphériques, aussi entraînantes dans l'univers dans lequel on se plonge. Je trouve qu'elle a vraiment une DA qui s'est améliorée au fur et à mesure des années, elle a grandi. J'aime écouter ces morceaux pour me calmer, pour me détendre en fin de journée, quand je lis notamment. Je peux que vous les conseiller, c'est vraiment une sensation de se retrouver dans un cocon, de se laisser emporter un petit peu par le calme qui nous entoure au milieu de toute l'agitation qu'il peut y avoir. Et ensuite je parle des chaînes YouTube et des expositions. J'ai découvert ce mois-ci la chaîne YouTube La Vie d'Adèle, qui est donc Adèle qui fait des avis sur les films qu'elle va voir. Elle parle notamment de ses films préférés en 2019. Elle parle de littérature aussi. J'aime bien la façon qu'elle a de traiter des œuvres et je vois très peu tout de même de chaînes cinéma en France. Il y en a quelques-unes, je pense notamment à La Manie du cinéma qui est vraiment une référence pour moi. Il y a également la chaîne de Claire Runaways. C'est aussi une référence pour moi, je trouve que c'est toujours assez recherché comme contenu et à la fois ça parle de blockbuster, à la fois ça parle de films un petit peu plus niche. C'est si important et c'est aussi dans cette démarche-là que les internets avaient effectué leur concours les années précédentes. C'est si important dans les domaines culturels et dans la vulgarisation culturelle et d'information de voir des femmes. Je doute du fait qu'il n'y en ait pas. En fait, la chose étant qu'elles ne sont pas forcément représentées, soit dû aux algorithmes, soit dû à leur nombre d'abonnés initiaux ou à leur communication sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, je connais très peu de femmes qui parlent de cinéma, françaises en tout cas. Donc si vous en avez, je vous demande de me les mettre en commentaire si vous-même vous parlez de cinéma et que vous connaissez un petit peu mes goûts, qu'on a des goûts en commun. Laissez-moi votre chaîne, laissez-moi votre avis et je me ferai un plaisir d'aller regarder ça dès que j'aurai le temps. Il y a énormément de contenu sur la littérature et parfois j'entends parler de cinéma, je pense notamment à Jeanne Ira aussi, comment ne pas la citer, mais c'est du contenu très niche que l'on voit très peu et on tourne souvent avec les mêmes personnes sans que ça soit une mauvaise chose, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des avis qui soient pas forcément masculins. Je reviens sur La Vie d'Adèle qui est vraiment très variée dans ses propositions cinématographiques, dans ce qu'elle nous montre, dans ce qu'elle voit aussi. Elle est allée au festival de Cabourg, il me semble, dernièrement, et elle en a fait un vlog, je ne l'ai pas encore regardé. Depuis que je suis rentrée chez mes parents, j'avoue que j'ai beaucoup moins le temps de regarder autant de contenu qu'avant, c'est très 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 frustrant. J'ai hâte que de regarder ça parce que ça nous fait vraiment plonger dans le cœur d'un festival, en tant que personne tout à fait lambda. Je vais vous parler de la chaîne de Kitessi Martin, qui est donc créatrice de mode, qui a sa propre boutique de bijoux en ligne. Je l'avais notamment découverte grâce à la chaîne Le Coin d'Elodie. Elle a fait toute une série de daily vlogs et elle est si drôle. On voit sa vie de maman, sa vie de créatrice de contenu, sa vie de créatrice de bijoux. Comment elle crée un drop de bijoux, des bijoux upcyclés qu'elle essaye de retravailler avec sa patte, avec sa propre identité. Au-delà de ce qu'elle crée
au niveau matériel, au niveau des bijoux, au niveau de sa marque. C'est plus la personne et le contenu qu'elle propose qui me fait plaisir. Elle montre sa vie de maman avec tous les problèmes qu'elle peut rencontrer, avec le fait d'amener sa gamine au parc, à l'école, le fait d'être indépendante, le fait qu'elle n'ait pas eu de wifi pendant je sais pas combien de temps quand elle est allée faire un week-end de yoga, et donc du coup pour poster les vlogs, c'était 2 vlogs qui s'appelaient Quitter sans la fibre. C'était tellement drôle et elle me fait tellement rire. Peut-être que vous la connaissez déjà parce qu'elle a une chaîne très très connue tout de même, et je l'ai redécouverte un petit peu par hasard. Ça m'a fait plaisir que de m'enchaîner tous ces vlogs à la suite. Après, je vous parle de Emma, qui est une fille qui habite à l'île de la Réunion, qui fait des bilans culture, qui fait des vlogs, qui parle de littérature, qui parle de cinéma. Elle a fait une prépa cinéma, enfin une prépa à elle, avec une option cinéma. Elle en parle dans l'une de ses dernières vidéos notamment. J'aime beaucoup les traitements qu'elle a de ce qu'elle voit, de ce qu'elle rencontre au niveau culturel. Je trouve qu'elle a une personnalité hyper attachante. Elle a un bon phrasé, une bonne diction, du vocabulaire. Elle est hyper agréable à regarder, toujours dans une bonne mesure, tout en ayant un avis tout de même très affirmé avec les convictions qu'il apporte. Je ne peux que vous conseiller sa chaîne, une fois de plus très intéressante, notamment sur les bilans culture que j'ai regardé. Elle en a sorti un aussi dernièrement, donc je vous le conseille. Elle parle notamment de Shiva Baby, dont j'ai parlé antérieurement. On a un avis assez proche et je vous conseille, pour avoir un petit peu plus d'informations sur le film et pour découvrir sa chaîne en même temps, que d'aller voir cette vidéo aussi. Il joue à la pétanque là-bas, donc peut-être que vous entendez le cochonnet qui est touché. La dernière chaîne, c'est Rebecca Eats Books, donc c'est une chaîne américaine. Elle a notamment lu The Cost of Living et ça m'a fait rire de voir qu'elle avait fait un vlog dessus. J'avais déjà lu The Cost of Living quand j'ai vu sa vidéo, mais ça m'a fait tant plaisir parce que j'en ai vraiment pas assez entendu parler de ce bouquin. Elle est simple, elle fait des vidéos assez classiques, c'est-à-dire ma to be read pour cet été, sa relation à la lecture, des updates lecture, des vlogs lecture. Elle est simple, elle est plaisante. J'ai découvert sa chaîne grâce à Grace qui en avait parlé. Elle a des lectures qui me plaisent beaucoup, beaucoup de contemporains, beaucoup d'histoires de vie. Il me semble qu'elle lit un petit peu de fantastique, mais très peu. Elle lit des essais aussi. Elle est assez engagée, je pense, quant à la question de la place des femmes et du féminisme, mais aussi beaucoup d'aspects sociétaux avec les essais qu'elle peut rencontrer, qu'elle peut présenter. Donc je vous la conseille, c'est vraiment des vidéos hyper agréables à regarder. Elle a l'esthétique de la simplicité et c'est vraiment ce qui me plaît de plus en plus. Sans fioriture, sans mise en scène, c'est juste quelqu'un qui parle tout simplement de ce qu'elle a aimé et ce qui lui a déplu dans tel ou tel ouvrage. Et ensuite, je passe aux expositions. L'Institut pour la photo de Lille, où il y avait l'exposition Young Colors. J'ai pas vu l'exposition Charles de Gaulle, qui avait lieu en même temps, parce que c'était pas forcément ce que je recherchais. Young Colors, c'est une exposition qui va reprendre les travaux de beaucoup d'artistes donc jeunes, notamment de la scène de New York. Il y a beaucoup d'œuvres donc photographiques, mais pas que. Beaucoup de sculptures très abstraites, très art nouveau, avec des reprises d'objets. On a un peu l'impression qu'il y a des ready-made, des films, des projections. Encore une fois, il me semble que je vous avais parlé de l'Institut pour la photo. Moi, ce lieu me transporte à chaque fois parce que c'est une ancienne école et on a vraiment l'impression d'être dans une chasse au trésor à chaque fois qu'on va d'une salle à une autre. L'exposition en couleur, c'est la plus grande. Elle fait la majorité du musée et les lieux sont tellement particuliers dans cette ancienne école qui a elle-même été un couvent, si je dis pas de bêtises, ou une école de jeunes filles dans les années 20 si c'est pas antérieur. La différence entre ce qui est exposé et le lieu en lui-même, l'architecture, c'est toujours hyper plaisant. Young Colors est là jusqu'à octobre, il me semble. L'Institut pour la photo, ils ont vraiment des choix d'exposition qui sont toujours hyper intéressants. Je vous conseille vraiment Young Colors, d'autant plus que l'entrée au musée est gratuite. Vous pouvez réserver et vous pouvez y aller sans réservation. Foncez là-bas pour les expos, pour l'accueil. Il y a un bar, café, il me semble qu'ils font même restaurant à certains moments, il y a des ateliers, il y a toute une cour où on peut s'asseoir, se poser. Je crois que c'est mon lieu culturel préféré à Lille, donc je ne peux que vous le conseiller. Et après, je suis allée
au musée de la Frac de Dijon qui s'appelle le Consortium, où il y avait 3 expositions. Je me rappelle pas de toutes, mais celle qui m'a plu vraiment, j'ai posté des photos sur Instagram parce que j'ai été touchée en plein cœur par ces peintures. C'est l'exposition Pivot de Sarah Hughes. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à l'épisode de Friends. Ce sont des peintures qui relèvent plus ou moins du pointillisme. Je vous mettrai des photos à l'écran, je pense. Et ce sont toujours des représentations nature avec des couleurs hyper vives, ce qui crée une dichotomie entre les scènes réalistes qui peuvent être données initialement et le tableau qui en est fait et ce que l'artiste a voulu représenter en soi, ce qu'elle a ressenti dans ce paysage-ci. C'est une artiste de Los Angeles, si je dis pas de bêtises. C'est bête, mais je pense que c'est l'art contemporain qui parle à tous pour le coup, parce que j'ai vu une autre exposition dans le même musée le même jour juste avant et c'était glauque et moi ça m'a fait peur et j'ai pas du tout aimé, et c'est le type d'art qui me touche pas, qui me questionne même pas en fait, parce que ça me dégoûte, ça me débecte. Alors évidemment c'est aussi l'intérêt de l'art contemporain certaines fois, que de faire ressentir des choses et que ça soit une expérience beaucoup plus sensorielle que psychologique, intellectuelle, mais ici c'était vraiment la volonté d'esthète qui était charriée par Sarah Hughes. Si vous passez au Consortium, je peux vous conseiller d'y aller. Je sais que l'entrée est payante mais gratuite pour les étudiants et étudiantes. L'espace est vraiment chouette aussi, moins grand que l'Institut pour la photo, mais il y a également une petite cour, il y a une bibliothèque, il y a une librairie. C'est très éclairé, c'est très clair comme lieu. L'autre partie de l'exposition, donc c'est sur New York dans les années 60, si je dis pas de bêtises. C'est aussi celle qui est au tout dernier étage, j'ai perdu le nom des artistes qui étaient présentés, avec toujours une question de symétrie entre des lignes, entre des mots. C'est un travail minutieux et c'est ça qui m'a plu. Je pense que ce qui me plaît dans l'art contemporain finalement c'est plus ça, c'est soit la minutie de la réalisation, soit vraiment le côté très sensoriel, mais après il faut réussir à trouver les œuvres qui nous plaisent. Par exemple je suis très touchée par Klein, mais il y en a pour qui c'est totalement hermétique à leur propre conception de la beauté. Pour le coup, Sarah Hughes ou les artistes du deuxième étage m'ont beaucoup plu et ça m'a un peu fait penser à ce que j'avais vu au Guggenheim de Bilbao il y a quelques années, notamment avec des espèces de tiges fluorescentes qui étaient pendues au plafond. Alors, malgré le fait d'être protégée par l'arbre qui est juste devant moi, vous avez dû avoir justement l'ombre des branches dans mon visage pendant tout le long de la vidéo. J'espère que ça n'a pas été désagréable. Ça fait près d'1 heure que je filme, donc je vais vous laisser. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire au revoir ici, parce que j'en ai terminé avec ce bilan culture du mois de juin. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez vu, lu, écouté, regardé, je sais pas, visité des lieux qui sont communs aux miens ou qui pourraient me plaire selon ce que je viens de vous citer, tous mes réseaux sociaux seront en barre d'infos. Si vous voulez venir discuter avec moi, je vous conseille Instagram parce que c'est le plus simple finalement. Et c'est là où je réponds le plus. Je vous dis à très bientôt. Ciao.